Ça fait environ 2 jours. Ou 3. 3 jours, je crois, depuis que la Jeep d'Andrei est tombée en rade dans la rivière. On s'est fait avoir comme des bleus, réveillé en pleine nuit par une putain de crue de tous les diables. On a réussi à sortir la Jeep sur le bord, mais impossible de la redémarrer. Pour l'instant, on est principalement resté à l'intérieur, à se peler les miches comme pas possible. On a pas mal de bouffe, mais faudrait pas s'éterniser ici non plus. J'écris pas ça comme un testament, loin de là. Plutôt pour me souvenir de cette aventure. Ouais, c'est le mot. Aventure. 13 août 2012. Il commence vraiment à faire froid, et les boîtes de sardines vides puent la mort. On sait absolument pas où on est. Ce connard de Victor nous avait dit qu'il connaissait la région, mais il n'a aucune idée d'où on peut bien être. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait foutre mon froid. Je veux dire, je suis habitué au froid. En Saka, y a aucun palmier qui pousse. Mais là, avec juste une parka et mes couilles en dessous, c'est pas la même affaire. Pour couronner le tout, aucun village en moins de 300 km. J'ai toujours aimé les grands espaces, mais je cracherai pas sur une petite baraque avec un bon feu. C'est Alexander le mécano entre nous 4. Il a la tête fourrée dans le moteur depuis la crue, soit 5 jours maintenant. T'en fais pas, Alexei, on va repartir d'ici 5 minutes. 5 minutes, je sais pas où il a appris à compter. En tout cas, je compte pas me les geler ici plus longtemps. 14 août 2012. On a décidé de partir. On a laissé notre matos de pêche dans la Jeep. Victor a quand même embarqué une canne au cas où il tomberait sur la Sutam. C'est là où nous étions censés aller après tout, non? On n'a pas vraiment de plan de route. Victor était censé avoir la carte en tête. Toujours est-il que l'ordre de marche, c'est droit devant. Si on tombe sur la rivière Sutam, on la remonte jusqu'à Neryungri. En fait, aucun de nous 4 ne sait exactement où se trouve Neryungri, ni même si c'est au bord de la Sutam. Mais Victor a dit qu'il se rappelait y être passé une fois. Pas un arbre à l'horizon, pas un point de repère. De la neige, de la terre gelée, des herbes courtes ça et là. J'ai trouvé une barre de chocolat au fond de mon sac. Je l'ai dit à personne. Je me suis assez fait chier à aller en ville pour l'acheter. Et je veux pas en plus la partager en 4. Enfin bon, on verra bien. 15 août 2012. Je commence à penser que le confort de la Jeep était pas si mal que ça. On avait peut-être froid, on pouvait pas vraiment bouger, mais au moins, on était à l'abri du vent. Cette nuit, on a dormi au creux d'un arbre mort. C'était atroce. Le vent ne s'est pas arrêté une seule seconde. Je me suis réveillé au moins 5 fois. Et à chaque fois, le feu était éteint. On commence à manquer de combustible. On n'avait pas vraiment pensé à ça. Et la bouffe part à une vitesse folle. Je sais que par ce temps, il faut beaucoup d'apports caloriques. Mais si on continue à ce train-là, on va devoir se rationner plutôt que prévu. 16 août 2012. Encore une nuit horrible. On a cru que Victor était mort ce matin. Il bougeait pas. Mais il était juste vraiment fatigué. On l'est tous. On a quand même repris la route, et si on s'arrête, on est mort. On est arrivé près d'une petite rivière. Oh non, pas la Sutam. Ce serait trop beau. Non. Juste un petit bras d'eau. Assez profond pour pouvoir y pêcher toutefois. Andrei et Victor m'ont engueulé quand j'ai lancé la ligne. J'ai oublié leur rituel. C'est des Sibériens. Je peux pas leur en vouloir d'être superstitieux. Ces imbéciles lancent toujours une poignée de tabac dans l'eau avant de pêcher. Une offrande aux veaux dianois. Mais t'avis que si leur veau dianois voulait vraiment s'en fumer une, ils préféraient avoir du tabac sec. Et puis de toute façon, j'ai oublié mon tabac dans la Jeep d'Andrei. En tout cas, j'ai ramené 2 truites et ils étaient bien contents de les bouffer. On reprend la route demain. 18 août 2012. Je n'ai pas écrit hier. C'était assez tendu en fait. On a marché toute la journée, on s'est arrêté 2 heures pour manger les dernières sardines à l'huile. On s'est pas parlé. Je crois qu'on est tous crevés. Victor s'est fait mal en traversant la petite rivière. Il a trébuché sur un caillou peut-être, et s'est foulé la cheville. On a dû ralentir le rythme pour qu'il puisse nous suivre. Alexander l'aide, mais c'est encore plus dur d'aller lentement. On se refroidit, on a l'impression de ne pas avancer. Et je jure que si André prononce une fois de plus « Vaudianois », je le tue moi-même. 19 août 2012. On a trouvé une petite cabane, là, au milieu de nulle part. Il y a juste une petite rivière qui passe juste à côté. Je crois que c'est une cabane de chercheurs d'or. Il y a des tamis un peu partout. On a déjà commencé à les brûler dans la cheminée. La cheville de Victor est dans un sale état. Je crois qu'il s'est cassé quelque chose. En tout cas, cette cabane est une bénédiction. 24 septembre 2012.
Ne pas désespérer. Ne pas désespérer. La température est de plus en plus basse. Et on n'a quasiment plus rien pour entretenir le feu. On a commencé à arracher le plancher. On pose nos culs sur la terre froide. On n'a presque plus de bouffe. J'ai plus rien pêché depuis plus de 2 semaines. Victor ne bouge quasiment plus, si ce n'est pour aller pisser dehors. Son pied est noir. Il se plaignait beaucoup au début, mais maintenant, il sent plus rien quand on le pique sous le pied. Je crois qu'il n'en a plus pour longtemps. 26 septembre 2012. Alexander m'a réveillé en pleine nuit. Il a vu Victor discuter avec quelqu'un à bord de la rivière. Moi, j'ai rien vu. Je crois qu'il commence à devenir fou. C'est ça. Ou alors il se fout de ma gueule. Ce matin, Victor m'a dit qu'il était bien sorti pisser pendant la nuit, mais il s'est endormi avant que je puisse lui poser plus de questions. 27 septembre 2012. Victor est mort. 29 septembre 2012. Alexander et Andrei se sont battus ce matin. Andrei n'arrêtait pas de dire que Victor est mort par ma faute, que c'est le Vaudianois qui l'a tué. Alexander lui a décoché une droite. Sans un mot. Andrei a été surpris. Ils se sont regardés, et Andrei lui a sauté dessus. On aurait dit des bêtes. J'ai rien fait pour les séparer. Pour une fois qu'il se passe quelque chose. 30 septembre 2012. On a mis le corps de Victor dans la neige, dehors, pour le conserver. Si on vient nous chercher, je pense que sa mère aimerait récupérer son corps. Andrei ne nous a pas décroché un mot, ni à moi, ni à Alexander. Il reste dans son coin, à faire des prières. Foutu sibérien. Résultat, c'est moi qui récolte la neige pour boire et qui décroche le plancher, pendant qu'Alexander essaie de pêcher quelque chose. 13 octobre 2012. Je crois que je perds la tête. En me réveillant ce matin, j'aurais juré avoir vu bouger Victor. Rien de flagrant, mais un petit mouvement. J'ai tâté ses vêtements au cas où une souris ou un vermisseau se planquerait là-dessous. Mais rien. J'en ai parlé à personne. André recommence tout juste à causer. J'ai pas envie de relancer de l'huile sur le feu. 15 octobre 2012. Il y a un truc qui galope dehors. Il fait nuit noire. On n'y voit pas à 2 mètres. Mais ça fait un quart d'heure au moins qu'on entend un truc courir autour de la cabane. C'est peut-être une biche. Ou le Vaudianois d'André. Ou un truc du genre. Un truc qui se mange en tout cas. Quoi que ce soit, on va le choper. On est sorti avec Alexander, mais il n'y avait rien dehors. Pas même de traces dans la neige. On est pourtant très sûr d'avoir entendu des pas. On peut pas devenir fou tous les 3 en même temps, si. 16 octobre 2012. Il est encore tôt, le soleil vient à peine de se lever. Alexander et André ont réussi à dormir. Pas moi. J'ai encore entendu marcher dehors, mais ça semblait plus loin, vers la rivière peut-être. Et cette fois, je suis sûr de ce que j'ai vu. Le corps de Victor a bougé. Je veux dire, pas devant moi, mais j'aurais juré l'avoir posé quelques mètres plus près de la cabane. 24 octobre 2012. Des cadavres. Nous sommes des cadavres qui parlent. Je sais pas combien de kilos j'ai perdu, mais quand je vois Alexander ou André, je me dis que je dois être dans le même état. On a entamé les planches des murs. Après les sardines, il y a quelques semaines, maintenant c'est les poires en jus qu'on a terminé. Il n'y a toujours aucun succès avec la pêche. Même si Alexander m'a plusieurs fois fait remarquer qu'il y avait un gros truc dans la rivière. Mais gros ou pas, on n'a rien sorti de cette rivière depuis qu'on est arrivé ici. Le ciel est noir. Je pense que ce qui va nous tomber dessus risque de nous faire mal. 27 octobre 2012. Je sais pas trop si je crois en ce que je vais écrire. J'aimerais que ce soit faux, sincèrement. On a été bloqués 2 jours dans la cabane par la tempête. Pas une seule accalmie. Et c'est nos ventres qui ont réfléchi pour nous. J'ai vu comment Alexander regardait le corps de Victor quand il passait devant, en allant pêcher. Pas de la tristesse, pas du désespoir, de l'envie. Et on a tous ce regard quand on pose les yeux sur lui ces derniers jours. On devait survivre, mais on savait qu'on resterait pas longtemps debout, à boire du bouillon d'herbe et de la neige fondue. On s'est regardé, et on a décidé d'aller chercher Victor en pleine tempête. Je suis sorti le premier, et là j'aurais dû voir une bosse dans la neige. Il n'y avait rien. J'ai fouillé avec mon pied, mais il n'y avait strictement rien. On s'est enfermé dans la cabane depuis. Si un ours a emporté le corps de Victor, il doit encore être dans les parages. Si bien un ours. 5 novembre 2012. Alexander est sacrément malade. Il tousse en s'en décrochant les poumons. C'est moi qui m'occupe de pêcher. J'ai attrapé un poisson hier. Plus rien depuis. André ne dort plus la nuit depuis que le corps de Victor a disparu. Il jette tout un tas de choses dans la rivière quand la nuit tombe.
Hier soir, il a jeté sa montre. 7 novembre 2012. On est peut-être sauvé. Je pourrais pleurer. J'ai pleuré d'ailleurs. Le chercheur d'or est venu. Un vieil homme, très vieux. Sa peau ressemble à de l'écorce d'arbre. J'étais en train de pêcher quand je l'ai vu. Sur l'autre rive. Il me regardait et il m'a souri. Il m'a dit que c'était sa cabane dans laquelle nous étions, et qu'il avait d'abord pensé qu'on était des bandits, et qu'il nous observait depuis plusieurs jours pour s'en assurer. Je n'ai pas vu de tente ou de campement pourtant. Il n'avait pas de sac à dos. Mais il était là, et c'était inespéré. Il a traversé la rivière pour nous rejoindre, tout en continuant à en parler. On s'est regardé avec Alexander. Ce mec allait sortir de la rivière en glaçon. Pourtant, il est sorti tranquillement. Il a juste essoré ses vêtements en continuant de parler. Il a dit connaître un petit village pas loin. Il nous a proposé de le suivre. On ne peut pas bouger Alexander de son état, alors André est parti avec le vieux pendant que je veille sur Alexander. J'arrive pas à croire que quand ils reviendront, ce sera avec des toubibs, de la bouffe, des secours, des gens quoi. 9 novembre 2012. Ça fait 2 jours qu'André est parti avec le vieux. J'espère qu'ils se sont pas perdus. Ce vieux avait l'air d'être sûr de lui pourtant. Alexander va un peu mieux. 10 novembre 2012. J'ai pêché un poisson aujourd'hui. 11 novembre 2012. André est revenu, seul. Il était trempé quand il a tapé à la porte cette nuit. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait fait du vieux. Il m'a juste dit que les secours allaient arriver. Depuis cette nuit, il bouge pas. Il nous fixe tour à tour, Alexander et moi. Il est assis près du feu, mais ses vêtements sont toujours aussi trempés. Ce con a toute une flaque autour de lui. 13 novembre 2012. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce fils de pute d'André? Il a essayé de me tuer. Il a essayé de me noyer. J'étais en train de pisser près de la rivière, juste devant le coucher de soleil. Il est arrivé comme un fou derrière moi, et m'a fait tomber en avant. J'ai senti ses putains de mains me tenir la tête sous l'eau. Il avait une force de dingue. Trop de force pour un mec qui a passé les 3 dernières semaines à bouffer de l'herbe. Je me suis débattu autant que j'ai pu. Et puis j'ai lâché prise. Je n'y arrivais plus. J'allais mourir. J'ai ouvert les yeux sous l'eau. Je voulais pas mourir sans voir une dernière fois quelque chose. Et j'ai vu un visage. Très vite. Un flash. Je sais pas très bien ce que j'ai vu. Une femme ou un homme. Ou autre chose. Mais juste après ça, la pression d'André s'est relâchée et j'ai pu sortir de l'eau. Alexander lui avait planté un pieu dans la nuque. Il m'a traîné jusqu'à l'intérieur de la cabane, allongé près du feu. J'ai repris mes esprits et on a rentré le corps d'André. Ses vêtements étaient toujours trempés. On les a enlevés. Et on a pété un plomb. Je sais pas si c'est l'adrénaline, l'hystérie ou la faim. C'est sûrement la faim. Mais on s'est mis à découper André. Calmement. L'instinct sûrement. Mais le corps n'était pas chaud. Au toucher, on aurait dit qu'il était mort depuis plusieurs heures. Ça ne nous a pas arrêtés. On s'est regardé coupablement. Et on a mis la viande à cuire. 15 novembre 2012. J'essaie de ne pas penser à ce que je mange. Je vomirai, je pense. Alexander fait pareil. Je le vois lever les yeux au ciel quand il avale. 16 novembre 2012. Quelque chose a tapé violemment à la porte cette nuit. On s'est réveillé en sursaut. On s'est pas rendormi. 17 novembre 2012. C'était encore pire cette nuit. J'ai cru que les murs allaient tomber. Grognements, coups dans les murs, traces de pas dans les neiges. Faut qu'on se tire. Vers où, je ne sais pas. Mais on doit pas rester ici. Alexander me dit qu'on devrait arrêter de manger André. Il pense que c'est lié, d'une certaine manière. C'est un peu tard. Il ne reste pas grand-chose de lui. 18 novembre 2012. On part. Personne ne lira ce journal, et j'ai pas franchement envie de le garder. J'ai pas envie de me souvenir de ce qui s'est passé ici. La température a encore chuté, et la neige nous arrive jusqu'aux genoux. On sait vraiment pas où on va aller, mais je préfère mourir en tentant de m'en sortir que de rester ici avec ces choses. J'aurais juré avoir vu le vieux chercheur d'or ce matin, en regardant par la fenêtre, du coin de l'œil. Je nous souhaite bonne chance. Personne ne le fera pour nous.